Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ces chroniques d'Alira. Nous sommes jeudi 16 mai et j'ai le plaisir d'animer ces chroniques puisque Jérémy Vauquier est à Cube 3 à Angers pour effectivement écouter des très beaux projets. Donc on le salue ici, on salue aussi toutes les équipes et tous les groupes qui sont à Cube 3 actuellement, Valentin Demey, l'équipe de Cryptos, tout ce beau monde. On les embrasse très fort, donc nous allons pouvoir commencer ces chroniques. Nous avons trois beaux sujets à aborder. Donc en l'occurrence, on a un développeur de Tornado face à la justice américaine. Les IA sont-elles bonnes en investissement? Les maths dans la DeFi. Voilà, trois grands sujets de l'IA, de la DeFi, de l'actualité, effectivement. Donc, on va commencer avec ce premier sujet. On a une news qui est tombée il n'y a pas très longtemps. Donc, Cyril, peux-tu nous en dire un peu plus? Ouais, bonjour à tous. Allez, on passe les présentations, cette fois-ci, on nous connaît. Et ça fait plaisir de te voir dans les chroniques, Daniel. Du coup, ouais, le sujet de Tornado Cash face au DOJ américain. Alors, qu'est-ce que c'est le DOJ? C'est le Department of Justice. Globalement, ce qui s'est passé, je fais un très rapide détour sur l'histoire, globalement. Tornado Cash, qu'est-ce que c'est? Tornado Cash, c'était ce qu'on appelle un mixeur. Donc en fait, c'est un outil qui permet sur la blockchain de lui envoyer de l'argent et il nous le ressort à une autre adresse de manière à ce qu'on ne voit pas les différents transferts qu'il y a eu. Ça vient du mixeur de Tornado Cash, donc on ne sait pas qui a changé quoi, et évidemment on change d'adresse, et du coup on est tranquille, on blanchit notre argent, ou en tout cas on fait en sorte qu'il soit plus traçable. C'est ça ce que fait un mixeur. Et donc on se rend compte tout de suite que la pertinence d'un mixeur, elle réside dans le fait de vouloir avoir de la vie privée et dans le fait de vouloir potentiellement cacher ce que l'on fait avec notre argent. À partir de là, évidemment, la justice n'est pas contente. La justice n'a pas envie en fait qu'on utilise ce genre de système. Ce qui est logique, hein, on a de l'argent qui est traçable et on n'a pas envie d'un coup qu'il y ait un système qui permet l'inverse. Mais bon, à ce moment-là, la justice devrait attaquer Monero, elle devrait attaquer Zcash de la même manière que Tornado Cash. Bon, cela dit en passant, du coup, il y a de l'histoire un peu récente, parce qu'on est quand même une émission d'actualité. Et on a commencé à vouloir faire ce sujet il y a 3 semaines, quand un des fondateurs de Tornado Cash, qui s'appelle Roman Storm, s'est vu attaqué pour la xème fois par, cette fois-ci, le Department of Justice américain. Department of Justice américain qui l'accuse de blanchiment d'argent. Bon, ce qui est évidemment, hein, le cas depuis pas mal de temps. Et il se trouve que ça tombe très bien que ce sujet arrive aujourd'hui parce qu'il y a 2 jours, il y a eu une deuxième actualité qui est celle d'un autre fondateur qui s'appelle lui pour le coup Alexei Pertsev, qui il y a 2 jours a pris 64 mois de prison aux Pays-Bas. Donc il n'y a pas que la justice américaine hein, qui est contre Tornado Cash, il y a aussi la justice visiblement néerlandaise qui lui a mis 64 mois. Et en gros, pourquoi tout ça? Pourquoi il a pris 64 mois? C'est parce que le juge a considéré que son code était criminel. Voilà. Que son code était à destination directement en fait de blanchir de l'argent. Enfin, ce n'était que ça le but du code. Et donc du coup, on ne pouvait pas se couvrir sous l'open source, on ne pouvait pas se couvrir sous la neutralité de l'outil, parce qu'en fait le code était un outil directement malveillant. Enfin malveillant du point de vue de l'État. Donc voilà, donc il y a pas mal de trucs à dire autour de ça. Euh, et juste avant de finir un petit peu, du côté de Roman Storm, donc l'américain, le département de justice l'attaque cette fois-ci, a annoncé vouloir l'attaquer donc il y a un peu plus de 2 semaines, et le procès aura lieu mi-septembre. Donc on pourra faire une suite de ça mi-septembre. Et l'idée avec cette passe d'armes de justice, c'est de lui faire dire, bah écoutez, en gros, vous êtes coupable de fait de blanchiment d'argent, pour vous-même déjà, premièrement, parce qu'il aurait blanchi de l'argent pour lui. Et en plus de ça, de maintenir des services en ligne. C'est-à-dire qu'il y a dans Tornado Cash, donc évidemment des smart contracts, mais il y a aussi une plateforme en ligne, il y a une UI. Et cette UI, bah, il faut bien avoir un serveur pour la faire tourner, parce que évidemment, Tornado Cash, ils n'utilisaient pas IPFS pour la faire tourner. C'est dommage, ils auraient pu se prémunir de ça. Mais du coup, fallait payer le serveur. Et donc, bah, qui le faisait? C'était l'entreprise Tornado Cash ou au moins Roman Storm qui le faisait. Donc voilà. Ça, c'est un petit peu pour l'histoire et le pourquoi du comment ça a été fait. Sachant que l'Amérique est vraiment pas contente parce que on sait que un groupe de hackers nord-coréens, le groupe Lazarus,
aurait beaucoup utilisé à plus d'1 milliard de dollars le mixeur. Et donc c'est la preuve que, regardez, les Nord-Coréens utilisent votre service. C'est vraiment un service de terroristes. Donc voilà, il y a ça à prendre en considération aussi. Donc voilà, là Ouais. j'ai fait toute l'histoire. Maintenant on peut débattre évidemment de cette... Oui, moi, je serais d'accord qu'on interdise l'eau courante, puisqu'apparemment les Coréens en abusent aussi. Ah mais de Non, fou. pour être. Alors, on rentre sur un sujet qui est extrêmement important. En plus, qui n'est pas un vieux sujet, parce que c'est cette question de la justice sur du code est un vieux sujet. Moi, j'aimerais bien citer Philippe Zimmermann des années 90 avec Pretty Good Privacy, qui avait décidé en 91 de développer un logiciel qui permettait de chiffrer ses mails. D'accord. Aujourd'hui, la majorité des mails, quand vous les envoyez, sont chiffrés en chemin SMTP, les chiffres en chemin. Mais en l'occurrence, dans les années 90, chiffrer des communications était considéré comme faire usage d'un outil de deuxième catégorie, une arme de deuxième catégorie, comme les munitions et comme les véhicules. Et en fait, ce qui est très embêtant, c'est que pour le coup, il a été condamné par les douanes pour export en fait de telle deuxième catégorie. Et en fait, les poursuites ne sont arrêtées que 5 ans plus tard. Ça veut dire que ce genre d'affaires peut durer extrêmement longtemps. Et en 96, les dossiers est classé sans suite parce qu'à ce moment-là, il commence à avoir un début du boom du e-commerce et tout le réseau bancaire et tout le réseau des transferts d'argent disent bah non, le civil doit avoir accès au chiffrement, sinon il n'y a pas de e-commerce. Donc en fait, l'histoire raconte que finalement les banques ont sauvé le chiffrement des communications. Et apparemment, les banques n'ont pas envie de sauver le cash numérique parce que ce que fait Tornado, c'est rien de plus que reproduire numériquement ce qu'on fait avec des billets de banque. Il faut quand même le rappeler. Donc, et si on met le côté, on donnera la parole aux invités, mais si on donne le côté nord-coréen qui est utilisé, il y a aussi le fait qu'on peut utiliser Tornado Cash pour des raisons complètement légales. Ça veut dire que globalement, pour une raison quelconque, vos adresses publiques ont été fuitées, vos contenus, vos transferts d'argent sont donc visibles sur des on-chain. Ça vous met mal à l'aise, c'est une entreprise ou des choses comme ça, vous voulez avoir un peu d'intimité, vous passez pas tout par Tornado et vous partez sur des nouvelles adresses. Et en fait, ça permet juste la vie privée. Et comme disait Philippe Zimmermann, si la vie privée devient hors la loi, seuls les hors la loi auront une vie privée. Donc on est vraiment dans cette espèce de problème qu'il y a, dans le sens où les pickpockets en fait volent toujours là où on regarde pas. Nous on en parle, mais 90% des gens se rendent compte que ce n'est pas un sujet. Or on est en train de décider est-ce qu'on a le droit d'avoir ou non le billet de banque dans le numérique. C'est ça la grande question. Donc je suis Et... scandalisé. Bien sûr. Et je vois un commentaire de Julien, j'avais entendu dire que certains sexes blacklistaient les adresses qui étaient passées par Tornado, c'est vrai. Mais alors, histoire un peu marrante. Alors, sexe, c'est les échangeurs centralisés, donc c'est les Binance et ce genre de choses. Le truc un peu rigolo, c'est que si vous connaissez l'adresse de quelqu'un, bah, vous pouvez très bien lui envoyer 10 centimes d'Ether en passant par Tornado Cash. Et comme ça a le blacklist. Donc en fait, ce truc-là existait jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que... Ah, en fait, c'est un peu chiant quand même, parce que bah, tout le monde peut se faire avoir, quoi. Donc ça a pas duré. En vrai, le truc du blacklist des adresses, ça dure pas. Bah après c'est vrai que en vrai sur la blockchain, enfin en particulier dans la finance décentralisée, c'est vrai qu'on met souvent en avant que tout est transparent et tout est auditable et ça fait partie de ses forces parce que c'est grâce à ça que l'environnement de la DeFi se remet extrêmement vite des crises. Mais en même temps, tout le problème est là, c'est qu'on a tellement pris l'habitude d'afficher l'activité on-chain que finalement, le simple fait de vouloir la masquer, ça devient un acte un peu suspicieux. Et ouais, ce qui est, enfin, en fait, faut voir si ça va établir une jurisprudence concernant la condamnation d'Alexei Pertsev, mais c'est un peu, Enfin, disons qu'il y a un sous-entendu qui est absolument ignoble dans cette affaire, c'est que ce jugement sous-entend que développer du code open source pour la vie privée, ça va devenir condamnable. Et alors que dans le fond, c'est beaucoup plus compliqué que ça, la vie privée. Bah, d'ailleurs, la charge de la juge, là j'avais la phrase exacte qui est en anglais mais traduite en français, c'est « Sous couvert d'idéologie, vous ne vous souciez pas des lois et règlements qui s'appliquent à tout le monde et vous vous sentez intouchable. » Pour la juge néerlandaise. Ouais. Ouais. Vous faites passer la Constitution avant tout, c'est une audace. Mais pour en réponse aux arguments de la partie open source de la chose, justement. C'est juste catastrophique.
comme point de vue. Mais le problème avec ça, en plus, c'est que ça fait jurisprudence. Enfin, tu vois, typiquement, tu as une institution internationale qui dit ça, enfin, une nationale en tout cas qui dit ça, qui empêchera les États-Unis de redire la même chose, en fait, sur le cas Roman Storm. En fait, le truc, c'est que à partir du moment où ça arrive une fois, ça peut arriver plein de fois. Et là, il y a eu un choix qui a été fait, et c'est peut-être un choix qui peut faire date. En fait, peut-être que dans 10 ans, on dira, bah, c'est le moment où l'open source aura été décrété comme idéologique. Et bah, c'est super intéressant en fait parce que c'est vraiment un point qui touche beaucoup de cas d'aujourd'hui. On parle très souvent d'IA aussi dans cette émission. Si demain l'IA amène à faire des choses qui sont non légales, bah en fait, qui dira bah là le code qui a été fait n'est pas légal et donc il faut juste supprimer l'utilisation de l'IA. En fait, Ça c'est quelque se chose. passe déjà avec les deepfakes depuis une dizaine d'années. Hein. Il y a la Oui, même bien sûr. réflexion à ce niveau-là. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est Effectivement. pour ça que ça fait partie Ouais. d'un même lot idéologique et de pensée. Moi, il y a juste un truc aussi sur lequel j'aime bien arriver. Je suis désolé, c'est le moment un peu politique et je pense que c'est un moment politique qu'on va voir pendant les 3 prochaines semaines. En fait, j'ai juste envie de parler aussi de neutralité du net. On a entendu parler du coup au moment de de la mise en procès de Roman Storm, l'idée qu'il proposait un service. Moi, il y a un truc que j'aime bien rappeler, c'est que typiquement en France, on a des institutions, on a l'ARCEP qui aujourd'hui gère la neutralité du net, je vais revenir sur ce que c'est. On a la Quadrature du net qui fait un travail notamment de vérification de ce que c'est que l'état de la neutralité du net aujourd'hui en France. Et on reviendra sur eux notamment la semaine prochaine. La neutralité du net, c'est le principe de dire personne ne peut vous interdire l'accès à un espace d'internet. Votre FAI n'a pas le droit de le faire. Et c'est pas parce que vous êtes telle ou telle personne que vous avez le droit à un service plus premium que les autres. Mis à part évidemment la qualité de votre réseau intrinsèque à votre abonnement, quoi. Mais en fait, on ne peut pas vous interdire l'accès à Internet ou l'accès à un réseau en particulier. Ça, c'est une obligation aujourd'hui, c'est même décrété par la loi européenne depuis 2016. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que cette histoire de neutralité du net, elle vient très fortement en balance avec justement toutes les idées de blacklist qu'on peut avoir autour ou bien de services comme Tornado Cash, ou bien de systèmes comme à un moment le système de contrôle américain voulait interdire certains nœuds d'agir exactement comme il le souhaitait sur Ethereum. Donc pareil, ça vient en contrebalance de ça. Il y a plein justement de lois françaises et européennes qui nous poussent à essayer d'imaginer un espace internet de liberté. Et aujourd'hui, en fait, ce truc-là vient d'être remis à mal parce qu'on est face à des nouvelles technologies auxquelles on ne s'attendait peut-être pas il y a 10 ans quand on commençait à faire ces lois-là. Mais c'est, je trouve, un truc très intéressant et peut-être qu'il faudrait faire en sorte que l'ARCEP et la Quadrature, par exemple, puissent s'emparer de ce genre de sujet. Ils le font parfois, j'imagine, mais c'est aussi important de montrer ça, quoi. Faudrait qu'un jour on invite Benjamin Bayard qui était très longtemps à la Quadrature du Net, ou un autre Zimmerman d'ailleurs, en l'occurrence, qui avait été à la Quadrature du Net, qui sont des gens que je connais bien. Et sur un point aussi, la neutralité du net, c'est aussi surtout une neutralité de transport. Et là où la loi est un tout petit peu vague, c'est que pas de transport, mais pas de service et de stockage. C'est-à-dire qu'en fait, un paquet ne doit pas être, enfin, il ne doit pas avoir de discrimination dans le trafic. C'est-à-dire qu'un paquet IP, quand il circule sur Internet, il ne doit pas être discriminé. Et ce qui est normalement du coup interdit l'examination profonde, puisque comme il n'y a pas de discrimination, il ne peut pas y avoir d'examination. Et en fait, par contre, stocker quelque chose dans un serveur, c'est plus la neutralité du net, c'est le fait de stocker de l'information. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on rentre dans un espèce de trou dans lequel, vous inquiétez pas, il s'engouffre assez facilement. Et je voudrais revenir sur un point avant de revenir là-dessus, c'est que l'idéologie, c'est pas un gros mot en fait. Hein. Ouais. Les droits de l'homme, c'est une idéologie. Hein. L'égalité homme-femme, c'est une idéologie. C'est pas des gros mots, l'idéologie, d'accord? Et c'est comme les Donc, en biais, fait, on en a tous. Hein. voilà, c'est-à-dire que quand un juge vous dit par idéologie vous vous sentez au-dessus de tout, Ouais. c'est comme si elle disait soi-disant qu'il y a les droits de l'homme, vous vous sentez au-dessus de tout. C'est ça. Enfin, c'est violent en fait de dire ça. Et de sa part, c'est pas- faire preuve d'idéologie aussi, quoi. C'est une Voilà. idéologie contre une idéologie. Hein. Et effectivement, le fait de dire qu'il y a un texte de loi et que blablabla, bon, ça c'est un peu différent, mais l'idéologie n'est pas un gros mot. Et j'avais posté ça sur. Alors, pour le coup, j'avais posté sur LinkedIn le dernier post il y a 2 semaines, il faut que je reposte, qui était les violences sont silencieuses. C'est-à-dire que il y a une violence très forte judiciaire qui consiste à dire vous avez écrit du code qui favorise la vie privée, donc je vais vous condamner pour ça parce que vous vous sentez au-dessus de tout le monde.
c'est une violence, elle est horriblement silencieuse, et en fait, elle est beaucoup plus puissante et insidieuse dans nos sociétés que quelqu'un qui, excusez-moi, mais qui se fait éborgner sur une manifestation. Ça, c'est la violence visible, c'est la violence cruelle, elle est très forte, mais il y a des violences tout aussi puissantes, mais qui sont silencieuses et qui choquent moins, en tout cas celles et ceux qui ne sont pas sensibilisés. Donc voilà, je remercie aussi, par exemple, lui Alexandre de Froissart, qui a fait un post pour sensibiliser là-dessus, en expliquant que, effectivement, c'est aussi la protection des données des clients qui nécessite ce genre de choses. Et puis, disons les choses clairement, il y a le secret bancaire existe, quoi. Enfin, à un moment donné, même d'un point de vue numérique, savoir avoir de la confidentialité. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'en fait, il faudrait mettre en prison tous les secrets bancaires, enfin, toutes les banques qui pratiquent le secret bancaire. Donc il y a quelque chose. Le secret médical, en fait, c'est la même chose. Hein. Le secret médical, c'est la même chose. Je veux dire, c'est le secret des pouvoir garder secret des transferts d'argent devrait être étudié. Voilà. Bon. Ça me fait penser, t'avais cité ça a été cité la quadrature du net. Il y a aussi l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, qui s'est positionné aussi il y a à peu près un an sur le sujet notamment de l'open source et qui déclarait vraiment que les actions gouvernementales ciblant la publication d'un code en fonction de son sujet ciblent nécessairement le discours. Et ça, si tu vas là-dessus, si tu ramènes ça aux États-Unis, ça ouvre une brèche sur le premier amendement, par exemple. D'accord. Et tu vois, ils étaient sur comme ça, ils étaient sur un narratif. C'est la liberté d'expression, voilà. C'est ça. Exactement. Et tu vois, c'est comme là, je fais une analogie qui n'a rien à voir, mais en ce moment, avec les États-Unis qui bloquent et qui veulent absolument taxer plus ce qui provient des voitures électriques chinoises sur le sol américain. Ouais. C'est en gros l'écologie, oui, mais pas quand ça nous emmerde. La liberté d'expression, oui, mais pas quand ça nous emmerde, etc. Et les droits de l'homme, pareil. Voilà, Après pour revenir au sujet de Tornado Cash, là je vais me permettre désolé, désolé de recadrer le sujet, mais je vais me permettre de faire l'avocat du diable le temps d'une minute. T'avais dit sécurité. T'avais dit quelque chose. En fait, t'avais dit quelque chose, Mickaël, t'avais cité le juge comme quoi les développeurs de Tornado Cash se sentaient au-dessus des lois. Enfin, après, je l'ai formulé n'importe comment, mais c'est ça, le fond du propos était il là. y a l'esprit. Ouais. Et en fait, si tu veux, le lien que j'avais mis dans le chat, qui en gros, ça vient, ça redirige vers un post de William O'Rourke. Oui, c'est un gros pavé, je suis désolé. mais c'est en fait, ça indique que le fond du post de William O'Rourke, qui bosse dans un cabinet d'avocats qui est assez réputé dans la blockchain. Il dit que finalement, ce qui est reproché à Tornado Cash, c'est que finalement, il n'y avait pas vraiment de moyens qui étaient mobilisés pour empêcher l'argent sale de circuler. Parce que finalement, Tornado Cash, il n'y avait aucune distinction entre des fonds qui étaient légitimes et des fonds qui viennent d'activités illicites, comme par hasard les hacks. Mais qui décide de ça? Bah ouais. Justement, c'était c'est là où le sous-entendu peut être absolument grave. Mais en fait, la question d'anonymiser ces transactions, en fait, faut quand même distinguer l'utilisateur honnête qui veut juste avoir une vie privée et l'utilisateur illicite qui veut juste blanchir de l'argent. Je suis tellement pas d'accord. Et c'est là où Tornado Cash a échoué et c'est là où les développeurs se font juger. En vrai, c'est super intéressant. Ouais. C'est le truc avec lequel, moi, typiquement, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, ok, Tornado Cash, c'est simple. Le smart contract, il est disponible pour tous. Et le principe d'un smart contract, c'est justement aussi d'être open source, enfin, d'être ce qu'on appelle trustless. Donc, du coup, tout le monde peut y accéder et il n'y a pas besoin de justement faire attention à qui a essayé d'utiliser le service. Ça, c'est un des principes, quand même, fondateurs de la blockchain et notamment des smart contracts. Bon, une fois qu'on a dit ça, Tornado Cash, ils ont quand même fait un truc. À un moment, ils ont bloqué les IP sur le système d'UI, donc sur l'application web de Tornado Cash, de Lazarus. Ils ont bloqué leurs IP, parce qu'en plus, ils spammaient, c'était chiant.
Bon, bah, ils l'ont fait un moment, mais quand ils l'ont fait, bah, évidemment, Lazarus s'est adapté, et donc du coup, ils ont continué. Donc si, ils ont fait une fois un essai, ils ont vu que ça ne marchait pas, bon, bah, ils ont laissé leur service. Enfin, tu vois, genre, je veux dire, on peut pas aller non plus contre ce genre de truc, d'autant plus que si jamais Lazarus voulait vraiment s'amuser à transférer ses fonds, en fait, il pouvait directement utiliser le smart contract. Donc je trouve que c'est un sujet sur lequel ou bien on dit, bah non, il faut tout faire, il faut tout montrer pour qu'il n'y ait pas de blanchiment d'argent, mais sauf que à ce moment-là, ça devient littéralement genre je flic les gens qui utilisent mon protocole et je flic le principe même de trustless n'existe plus dans mon système. Ouais. Donc moi ça me dérange. Ouais, moi, ça me dérange aussi parce que pour revenir sur ce que disait Cyril tout à l'heure, il y a une différence entre le transport et la destination. Tornado Cash, c'est du pognon va à un endroit et va à un autre endroit et c'est du transport. C'est pas du pognon qui est utilisé pour acheter des trucs. Si, par exemple, je te donne un exemple très bête, tu es un échanger et tu reçois une grande quantité d'Ether qui vient d'une adresse de Tornado Cash. Bah, tu as le droit d'ouvrir une enquête en disant voilà, ça vient de Tornado Cash, c'est pas public, hein, c'est avec effectivement un agent de contrôle qui a ton KYC, tu dis voilà, on a reçu ça qui vient de Tornado Cash, on veut s'assurer, pouvez-nous donner les provenances? Et là, tu dis, bah voilà, ça venait de telle adresse, machin bidule, je l'ai échangé parce que je voulais avoir de la privacy. Ça ne me dérange pas que vous, échanger, vous saviez d'où ça vient, ou ça me dérange pas que vous, agent de police, vous savez d'où ça vient, mais ça me dérange que la terre entière, y compris les hackers coréens, soient au courant de ce que fait cet argent-là. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que si je vais avec une mallette de billets et que je veux acheter une caisse, les gens vont me dire, attendez, il vient d'où cet argent, machin bidule, ou j'arrive, tu vas dans une banque avec une mallette de caisse, c'est normal que la banque te demande d'où vient cet argent. Bien sûr. Tout le monde l'accepte. Par contre, qu'on te dise ah t'as pas besoin d'avoir de l'argent liquide chez toi parce que qui sait d'où ça vient, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Et, ou que tous tes voisins soient au courant que tu as une mallette de billets chez toi, c'est différent. C'est pour ça qu'en fait, il faut bien distinguer ce qui est tu le fais passer par des agents de contrôle où le contrôle est très privatif, on va dire qu'il est confidentiel, et ce qui est à la vue de tous. Tornado Cash permet de cacher quand c'est nécessaire, à la vue de tout son argent. On a le droit de se cacher de la vue de tous quand même. Enfin, on n'est pas tous nudistes numériques, quoi. Oh, nudiste numérique, elle est pas mal celle-là. D'ailleurs, pour revenir une dernière fois sur la juge et son propos, sur l'open source, les lois, etc., je trouve en plus qu'elle utilise un champ sémantique et lexical qui est manipulateur dans l'esprit. Quand elle dit... Ça, en gros, ça ne permet pas de se sentir au-dessus des lois. Ben non. Ils se pensaient dans leur bon droit, justement. Arrête, Michael, la Constitution, après tout, c'est une forme d'idéologie. Bah oui, bien sûr. Voilà. Bon, je propose qu'on passe au sujet suivant, parce que sinon, on peut rester 2 heures. Donc, Virgile, tu fermes le clos et on passe au sujet suivant. Alors, après, il y a quand même une note des sports parce que il y a eu parce qu'il y a quand même des protocoles qui ont il y a quand même des protocoles qui ont réfléchi à cette manière d'identifier les fonds authentiques des fonds illicites. En fait, tout ce qu'on veut, c'est d'empêcher l'argent sale de circuler, et c'est là qu'il y a eu Privacy Pools et qui est un projet, c'est une infrastructure qui est super intéressante à étudier, où seuls les fonds authentiques ont le droit de s'en servir, et ceux qui ont de l'argent sale ne peuvent pas anonymiser leurs transactions. Et en fait, à ce compte-là, il y a déjà le protocole Railgun qui intègre ce système-là. Et ouais, quoi, c'est de toute façon, on verra bien ce que ça donnera au cours des prochaines années. Ouais, c'est aux humains de faire des contrôles et pas aux algorithmes, on est bien d'accord. Chapitre 2. Les IA sont-elles bonnes en investissement? Est-ce que les IA feront-elles de bons contrôles de douaniers? Michael Fauss, d'après toi. Tu me lances carrément la patate chaude. Alors, j'aime bien répondre ça dépend, systématiquement. Ça dépend dans le temps, ça dépend sur quoi, ça dépend comment. Non, effectivement, c'est un sujet aussi qui mérite tout à fait d'être cité. On aime bien vouloir tout automatiser, même si l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'automatisation. Ça aide à l'automatisation potentiellement, mais ce n'est pas justement par définition de l'automatisation. Et effectivement, on a essayé de creuser un sujet concernant... je crois il y a 2 semaines, on avait mentionné la chose, et du coup, on voulait parler de... comment dire ? Comment gérer son portefeuille d'investissement sans avoir à creuser ou alors se faire influencer par X ou Y personnes. Et en gros, de déléguer ça
vulgairement à la machine. Et de réfléchir justement si la machine pouvait être plus performante, plus intéressante, plus fiable, plus plein de trucs. Et notamment avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ça tombe bien, hein, on a nos apprenants IA qui viennent de faire leur rentrée, qui ont eu leur premier cours avec Jérémy Karsanti, qui est dans le chat, je crois. Coucou Jérémy. Et justement, ce qui est super intéressant aussi là-dedans, c'est de voir qu'est-ce qu'on veut que fasse justement l'intelligence artificielle là-dessus. Est-ce qu'elle doit aller chercher des actifs, des placements à faire? Est-ce qu'elle doit gérer les entrées-sorties? Voilà, qu'est-ce qu'on entend par là déjà? Et une fois qu'on aura ciblé ce périmètre-là, on pourra éventuellement aller plus en avant. Mais une fois qu'on a dit ça aussi, pour moi, ça pose tout un tas de problématiques de si, par exemple, tout le monde se mettait à faire placer son argent, ses actifs, etc., par une machine, par une IA, si tout le monde fait la même chose, potentiellement, il n'y a plus de marché. Parce que la règle première du marché, c'est que pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait beaucoup de perdants. Sauf que si tout le monde gagne, plus de marché, ça s'effondre complètement. Tu veux dire que pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres? Ça veut dire Exactement. que devenir riche, c'est amoral par essence? Encore C'est vilain. Wow. Ça, c'est une question d'idéologie, Cyril. On va C'est une laisser la question parole pour le coup à Exactement. Virgile. Est-ce que tu as étudié la question? Parce que je crois que tu as fait une petite étude de dossier là sur une solution. Dis-nous en plus. Alors justement, il y a eu un protocole DeFi qui s'est spécialisé sur cette question, qui s'appelle Fade, donc FYDE. Et le principe de ce protocole-là, il est très simple. En gros, il y avait une problématique qui était assez commune dans les protocoles DeFi, c'est que les utilisateurs, en tout cas les détenteurs des trésoreries possèdent 95% de leur portfolio dans un seul actif. Et le problème, c'est que on est confronté entre la volonté de diversifier ses actifs, mais en même temps, on doit faire confiance à des utilisateurs pour faire ça. Et en fait, il y a eu beaucoup de scandales avec des trésoreries, des DAO qui ont été utilisés n'importe comment par des gens qui faisaient partie de l'équipe, ou ne serait-ce que pour investir n'importe comment, ou alors exploiter la trésorerie du protocole à son propre compte. Et à ce compte-là, il y a eu un projet qui s'appelle Fade, où en gros c'est un gestionnaire de trésorerie qui pour gérer pour gérer un capital de crypto, mais sauf que ça utilise du machine learning pour l'analyse des risques et pour répartir des actifs dans une adresse crypto. Donc là, ouais, on a pu voir sur la page d'accueil. On a pu voir la page d'accueil qu'il y a différentes statistiques à prendre en compte, justement. Et le premier constat qui est assez frappant, et ça, Cyril, il le montre très bien, c'est que finalement, les performances ne sont pas si folles que ça. Mais ça me fume. Genre, c'est censé être un truc vendeur, hein. C'est leur page officielle. Je veux dire, je suis sur fight.fi. Et ils sont obligés de quand même te montrer leurs résultats réels. Et leurs résultats réels, ils sont pas incroyables. Le seul résultat qui est convenable, c'est sur Terra Luna, dans lequel, ils ont pas craché. Si vous aviez tout en Luna, vous diminuiez. Et sinon, juste vous êtes à la ligne bleue, donc voilà, vous êtes à peu près au même niveau que le TH. Bon, super. Ça t'évite des crashs. Mais c'est à peu près la seule chose que ça fait. Attends, mais c'est déjà bien. Enfin, c'est déjà. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, et puis l'autre truc à dire aussi là-dessus, c'est que j'ai regardé un petit peu. Il y a beaucoup de plateformes qui mettent en avant ça. Quand on digue un peu, c'est source TKT. Hein, on n'a aucune idée de réellement ce qu'ils utilisent derrière. Et puis on aime bien en plus en ce moment foutre de l'IA partout. Alors là où ça me rassure un tout petit peu, c'est quand j'entends éventuellement machine learning. Parce qu'effectivement, si on regarde du côté de l'analyse prédictive, au final, on est beaucoup plus souvent sur du machine learning que sur d'autres spécialisations dans le domaine de l'IA.
Euh, mais on n'a aucune idée fondamentalement de ce qu'ils utilisent et comment ils le mobilisent dans leur cas. Et pour avancer leurs chiffres, moi, je vais faire un front-end avec des jolis graphiques en vous montrant bon, bah, ouais, je gagne un peu, machin, c'est cool. Et j'anticipe les crashs. Bon, là où on peut se dire effectivement qu'ils sont peut-être de bonne foi, c'est que ils affichent qu'effectivement les résultats sur quelque chose qui ne crache pas, bah c'est ok sur 20. Ouais. Oh, il y a des chiffres. J'aime Mais bien. t'as, ouais, bah, Il y a des d'ailleurs maths, ça on va pouvoir fera, parler des maths après, hein, mais il y a des maths. ça fera raccord avec le dernier sujet. Mais depuis très longtemps, depuis 20, 30 ans et même beaucoup plus, avant c'était juste des probastats qui étaient utilisés de manière assez classique. Ça reste des mathématiques et de la data science derrière. Mais ça fait très longtemps que du machine learning est employé dans tout un tas d'outils et d'instituts financiers pour gérer des risques, que ce soit dans les assurances, dans les banques, dans n'importe quoi, et d'avoir des outils d'analyse, justement aussi potentiellement prédictives, sur tout un tas de choses. Là, ce qui était intéressant, c'était de voir comment ça peut être raccroché avec, on va dire, du Web3, parce que derrière il y a une notion de tokenomics, etc. potentiellement. Décentralisation, j'en sais rien, moi j'ai pas regardé plus que ça. Mais c'est intéressant. Mais derrière le procédé, on va dire, est établi depuis très longtemps. D'accord. Et j'ai vu qu'ils ont un service de stacking de l'Ether à 22%. Est-ce que Virgile, tu peux nous en dire un peu plus? Comment ils arrivent à faire ça? Est-ce que De c'est restaking. cash cher? Ouais, après c'est ouais, effectivement, Cyril, tu viens de le dire, c'est des protocoles de restaking en fait, où en gros alors Et ils te le répartissent tout seul en fait, c'est ça l'idée. Hein. Ouais, en fait, ça c'est un truc, c'est un autre produit que Fade a développé, mais qui a un peu rien à voir. C'est-à-dire que en déposant des fonds, dans ce truc-là, en gros, on obtient une exposition à plusieurs protocoles de restaking de façon à se rendre éligible à des airdrops. En fait, on l'utilise principalement pour ça. Donc, mais après voilà, disons que c'est quand même prendre énormément de risques parce que là il y a eu quoi enfin je sais plus quel protocole de restaking a annoncé son airdrop et puis finalement ça s'est mal passé. Bah, c'était Donc, Game Meilleur. ouais. Et Et, ouais, non, mais c'est quand même intéressant qu'ils proposent ça. Enfin, je veux dire, au moins, ils sont sérieux, Ouais, ils ouais, montrent qu'ils clairement. avancent et qu'ils essayent de faire des choses. Après, il y a peut-être un truc intéressant à dire là-dessus aussi. C'est le prendre sur le point de l'émotionnel et justement, bah, si c'est une machine qui le fait à ma place, qu'est-ce que ça peut avoir comme avantage? On a vu qu'il y avait des inconvénients, tout un tas de trucs. On reproche très souvent à l'IA de ne pas être intelligente. Alors les gens oublient souvent artificiel dans le terme intelligence artificielle, mais bon, ça c'est pas très grave. Il y a des artifices qui sont mis en œuvre, forcément. Et on reproche justement, notamment à l'intelligence artificielle, de ne pas savoir faire preuve d'intelligence émotionnelle, qui est, on va dire, le propre de l'être vivant. Bah, à la limite, ça peut être une force qu'on peut voir éventuellement dans ce genre d'outils où effectivement vous ne serez pas, on va dire, influencé par un influenceur sur X, par exemple, ou juste vous en analysant des charts ou en diguant de votre côté. Potentiellement, la machine, l'algorithme, l'IA, etc., elle sera moins soumise à la notion de FOMO, par exemple à ce niveau-là, ou de FUD, par exemple. Si on est juste sur une algorithmie, on va dire, assez basique, et qu'on ne fait pas derrière de l'analyse de sentiments, etc., etc. Parce qu'on peut construire, en fait, un système qui, en même temps, va aller checker sur tout un tas de plateformes et de réseaux, un petit peu le sentiment qu'ont les personnes vis-à-vis de cet actif, etc. Et là, on peut vraiment construire un système plus complet qui, lui, potentiellement, pourrait être soumis à l'émotionnel des gens. Qui servirait, en fait, à construire son système.
Mais si on est sur de l'algorithmie pure et d'une machine learning pure, Quand tu dis soumis, ça veut dire qu'il le prendrait en compte, en fait. C'est surtout ça, en fait. ouais, bah en fait, il serait alimenté par ça, donc forcément, il serait influencé par ce que disent les gens. Bien sûr. Donc, quelque part, ça serait un peu une émotion par transfert, en fait. Mais c'est pas... Voilà. Curation, ouais. Bah, c'est un peu ça. La machine ferait pas preuve d'émotion, mais en fait, elle synthétiserait l'émotion des autres pour en tirer C'est sûr. une prédiction, quoi. Bah, d'ailleurs, à ce compte-là, il y a des comment dire. Alors c'est bon après parler d'IA, ce serait un peu excessif, mais en fait il y a une vraie volonté d'intégrer les algorithmes dans la gestion du risque en DeFi. Parce que quand on regarde des protocoles comme MakerDAO ou Aave, bah, le processus de gouvernance, il est lent. C'est-à-dire que on doit faire une proposition qui dure plusieurs jours juste pour changer un paramètre. Et en attendant, il peut se passer plein de trucs. Donc là, il y a beaucoup de tentatives assez sérieuses de vouloir, enfin, pas forcément intégrer de l'IA, mais au moins intégrer des algorithmes pour avoir une gestion des paramètres de risque qui soit beaucoup plus souple, en fait. La démocratie, c'est un truc long. Et c'est un Ouais, truc qui est aussi. pas très pratique quand tu dois t'adapter aux crises. Non. Là, par contre, En- il y a un truc intéressant dans tout ça, c'est en effet sur la prise de décision. Tu vois, typiquement, est-ce qu'on pourrait pas imaginer une IA qui regarde en permanence le flux de contenu, par exemple des réseaux sociaux ou ce genre de choses, pour essayer de comprendre quel est le sentiment général pour pouvoir savoir si il faut investir ou non, par exemple. Mm. Tu vois, il y a une conférence Apple, est-ce qu'il faut investir dessus, par exemple? Et enfin, sur ce point-là précis, peut-être pas, mais ça existe de toute façon. C'est beaucoup utilisé dans le marketing et dans la com. Justement, quand tu publies par exemple Bien une sûr. vidéo sur YouTube, que tu lances un nouveau produit, que tu fais une communication sur Twitter, LinkedIn, bah derrière tu peux venir un petit peu analyser l'impact qu'a Ouais. ton lancement vis-à-vis de la réception des gens. Que ce soit le nombre de commentaires, le sentiment d'analyse justement sur les commentaires, etc. etc. quoi. Pour savoir, généralement, tu dresses une espèce de heatmap entre positif, neutre, négatif. Tu vois, t'as ces trois-là. Moi, je voulais un tout petit peu vous parler aussi sur ce sujet-là, quand même, de faire attention aux scams, parce que autant depuis tout à l'heure, on en a parlé de manière un peu sérieuse en expliquant, bah voilà, c'est quelque chose qui existe, dans quel contexte en fait ça peut exister, pourquoi ça peut avoir un intérêt. Il y a aussi quand même ne pas oublier les scams. Du coup, juste, je vous ai trouvé deux trucs. Autant j'ai trouvé un lien de OKX, qui est donc du coup un truc un peu gros, qui nous parle des meilleurs IA pour faire du trading sur les cryptos. Bon, là, il nous cite des noms qui sont pas trop horribles. Tricomas, par exemple, est un gros de l'IA trading depuis quelques années maintenant. Donc, c'est pas du tout du conseil en investissement, mais si vous devez passer par ce genre de projet, essayez de passer par des trucs qui ont pignon sur rue et qui sont un peu reconnus. Là, ici, je vous ai donné un autre article qui montre plein de bots d'IA un peu à la con. Et en fait, c'est à chaque fois des scams dans lesquels bah, on crée un site web à peu près bien. On en a parlé tout à l'heure avec un joli graphique et éventuellement des formules mathématiques histoire d'arnaquer tout le monde. Et derrière, bah, on paraît bien et il suffit que des gens investissent dessus pour qu'en fait, bah, vous puissiez partir avec l'ensemble, quoi. Donc voilà, faut faire attention et donc du coup là j'ai mis, je vais vous balancer un article très certainement généré avec de l'IA d'ailleurs, euh, mais qui nous montre au moins quelques points sur lesquels faire attention quand vous regardez de la publicité ou quand vous regardez du contenu posté par quelqu'un, que ce soit par quelqu'un de connu ou non, faut faire gaffe à dans quelle mesure le projet est sérieux parce que en fait votre sécurité prône avant tout et on vous rappellera jamais assez de faire votre due diligence quand vous êtes devant ce genre de trucs qui mènent à la fois l'IA et à la fois la crypto. On est au courant faisant les deux que les scams sont partout et que du coup faut faire vraiment gaffe. Voilà, parce que comme c'est écrit, il y a quand même pas mal de buzzwords et on essaye de rendre ça sérieux, mais la réalité c'est que beaucoup de gens en profitent pour arnaquer les gens, quoi. D'ailleurs, Ouais. dans les projets cités sur ton onglet d'avant, Krill est français. Hein, Oui, écrit les Français, ouais, sûrement. tout à fait. C'est Cocorico. Et au début, c'était une plateforme qui faisait surtout des blocs logiques, on va dire. Donc, c'était pas de l'intelligence artificielle. C'était juste des conditions en fait déclenchement d'opérations que tu construisais un petit peu comme un petit robot. C'était plus de l'automatisation du coup que de l'IA. Mm. Et c'est vrai que depuis quelques temps,
ils intègrent aussi de l'analyse prédictive sur leur outil, quoi. Parce que des fois aussi, le côté buzzword, c'est de mettre le terme intelligence artificielle alors que c'est de l'automatisation qui est proposée. Ouais, mais parce qu'il faut surfer sur ce mot, parce que voilà. Tout à fait. C'est vraiment bien. Bon, on va passer au sujet suivant. Alors, bien entendu, Cyril, je renforce ce que tu as dit. Ceci n'est pas un conseil en investissement. On parle de l'actualité. On tombe sur des choses qui nous semblent intéressantes. Et si on les met en avant, c'est parce qu'elles sont intéressantes, pas parce qu'on a reçu la moindre subvention ou le moindre pot de vin. D'accord? Donc, Quel dommage. Déjà, c'est dommage. Hein, en l'occurrence, Virgile, t'as mal bossé. Non, je plaisante. Mais globalement, Parlez pour vous. la Hein. balle perdue. J'ai dit. J'ai mal. Après, sur Fate, on a dit les termes quand même. Ouais. Mais en l'occurrence, voilà, on les connaît pas. Voilà, on a dit ce qui était bien, ce qui était pas bien. On a dit ce qui nous plaisait. Mais en l'occurrence, on va avoir de plus en plus souvent d'outils qui naturellement marient ces deux technologies-là. Et bien entendu, à chaque début de n'importe quel nouveau champ d'application d'un écosystème, les opportunistes viennent parce que les gens ne s'y connaissent pas et vont profiter parfois des manques de vigilance des gens, pour être poli, pour pouvoir les arnaquer. Alors, pour pouvoir être vigilant, il y a plusieurs choses à ça. Déjà, vous pouvez vous former. Hein, c'est pour ça que l'IRA est un organisme de formation. Donc, vous comprendre la finance décentralisée, comprendre comment fonctionnent les technologies IA. Nous avons 2 parcours pour s'occuper de cela. Un qui est plus orienté vers le consulting, un sur le développement des solutions utilisant l'intelligence artificielle, où Michael Faust et Jérémy Carcenti, qui sont en chat, ont l'occasion d'y œuvrer de manière intensive. Pour la partie finance décentralisée, puisqu'on a abordé le sujet, c'est Pascal Talarida qui a en ligne le cours le plus actualisé qu'on ait actuellement en Europe. Alors un point aussi que je voulais souligner, c'est que on va aborder des mathématiques. Alors, ayant enseigné les mathématiques et un doctorat en mathématiques, je sais que ces choses peuvent effrayer la majorité des gens et que vous allez peut-être, dans certains d'entre vous, avoir un blocage mental en disant « Oh là là, c'est compliqué, mais je connais Cyril, il va sûrement faire quelque chose de moins traumatisant qu'on l'imagine. » Abordons donc ce sujet. Est-ce que déjà vous maîtrisez un petit peu les maths, vous, dans la DeFi, les trois là? Alors dans la DeFi spécifiquement, j'en sais rien, mais les maths, oui, parce que quand on fait de l'IA, on fait de la data science, on fait des maths, du coup. Ok, bon allez. Du coup, il y a un truc intéressant. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, parce qu'en vrai, il n'y a pas... Enfin, ça sert à rien. Je fais avec mes élèves, j'ai pas envie de le faire avec, avec Twitch. Non, je garde du contenu quand même. Non, il y a un truc qui est assez intéressant à comprendre, c'est que on en a parlé tout à l'heure, notamment dans le premier sujet. Un des intérêts des smart contracts, c'est d'avoir du code qui fonctionne pour tout le monde, tout le temps, et ce, de manière trustless, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de faire confiance à une personne pour qu'elle puisse trader sur ta plateforme. Et il faut que ta plateforme soit tout le temps disponible. On est habitué, en fait, à connaître ce qu'on appelle les order books. Et je vais, par exemple, en présenter un dans quelques secondes, une fois que j'aurai réfléchi auquel montrer. Mais... En gros, les order books, c'est un truc assez classique dans lequel on voit qu'il y a une personne qui souhaite échanger un petit peu d'argent contre d'autres... Enfin, je sais pas, de l'argent contre un actif, par exemple. En fait, on lui propose quelqu'un qui souhaite échanger l'actif contre de l'argent. Et qui souhaite à peu près échanger au même prix. Et du coup, c'est pratique. On est sur ce genre de truc. Hop, je vais présenter ça. Donc ça, c'est typiquement, je suis sur le site de Coinbase Pro, voilà, BTC contre USD, et on voit donc la courbe du BTC, mais surtout, à droite, on voit le carnet d'ordre, juste ici. Et dans ce carnet d'ordre, on peut voir qu'il y a des gens qui essayent de vendre en USD, et des personnes qui essayent de vendre en BTC. Et donc, du coup, à la fin, voilà, on peut acheter, vendre, si on voit qu'il y a une égalité. Mais ce truc-là, il marche bien quand on a du coup un point central, quand on a typiquement un système centralisé comme là ici, Coinbase, que je montre. Le truc, c'est que dans la DeFi, on n'a pas envie de ça. En fait, dans la DeFi, on n'a pas envie d'avoir un moment, un point de centralisation où il y a des gens qui ont envoyé un BTC et qui espèrent recevoir 70 000 euros. Et de l'autre côté, des personnes qui envoient des euros et qui espèrent recevoir un maximum de BTC. En gros, faire ça, c'est dire, on accepte la centralisation à un moment des ressources et on accepte que l'argent passe et repasse par un point central. Le problème, c'est que ces points centrales, ils doivent être régulés, ils doivent
ils sont la cible d'attaque. Enfin, en vrai, c'est pas ouf, quoi. Genre, je veux dire, à un moment, on peut essayer de faire mieux, on a la technologie peut-être pour. Bon. Du coup, il a fallu essayer de trouver un moyen de le faire, ce changement de paradigme, et ce truc de, ok, on va imaginer un système qui marchera quoi qu'il arrive. Et ce qui est arrivé avec la blockchain, et c'est la raison pour laquelle en fait la DeFi c'est aussi stylé en vrai que ça, et c'est la raison pour laquelle en fait ça a vraiment pris, c'est parce qu'on a imaginé des systèmes qui réussissent justement cette vocation de passer en dehors des order books, et en dehors justement de ces systèmes centralisés. Et donc du coup on a inventé ce qu'on appelle les AMM. Les AMM, c'est les Automated Market Makers, c'est justement, on appelle ça un market maker, quelqu'un qui permet l'achat-vente. Automated, parce que c'est automatisé. Et que maintenant, on peut acheter, vendre de manière automatisée nos cryptos et faire du trading comme on veut. Donc ça, c'est vraiment la partie introductive, c'est vraiment d'où ça vient, en fait, ce principe d'automated automated market maker. Et pourquoi on en avait besoin ? On avait besoin pour réussir à faire le pari que l'on fait depuis le début avec les blockchains, le pari de se dire, passons en dehors des systèmes traditionnels. On a inventé Bitcoin pour passer en dehors du système traditionnel de la monnaie. On invente la DeFi pour passer en dehors du système traditionnel des banques. Donc il y a quand même un truc qui est très fort là-dedans, je trouve, même idéologiquement, à avoir en tête, quoi. Encore Mais donc, cette du coup, idéologie. encore cette idéologie, mon Dieu. C'est marrant, est-ce que les humains ne sont pas faits pour faire des choses quand ils croient aux choses qu'ils font ? Non, je sais pas. À méditer. Non, mais donc du coup, voilà, il y a ce truc-là à prendre en considération. Bon, une fois qu'on a dit ça, il va falloir qu'on parle forcément au moins d'un exemple. L'exemple le plus classique, et je vais m'arrêter à cet exemple en évoquant deux autres. L'exemple le plus classique, c'est Uniswap. Uniswap, c'est un peu le premier qui a fait figure d'autorité, en fait, dans le monde de la blockchain. Et Uniswap, ils ont mis en place un système dans un smart contract. Donc du coup, tout est lisible, tout est auditable, enfin, tout est vérifiable aussi. Ils ont mis en place un système dans un smart contract qui permet l'échange en toute heure, en tout temps, avec autant d'argent que vous souhaitez, un système d'échange sur leur protocole. Comment ils ont fait ? Ils ont mis en place un système de ce qu'on appelle des pools de liquidité. Donc en fait, on a une bassine dans laquelle on remplit de pièces, admettons du SDC et de Matic. Voilà, ce sera mes deux exemples aujourd'hui. C'est pas un conseil d'investissement. Donc de l'USDC et du Matic. Et dedans, dans cette pool, vous allez pouvoir à un moment vous dire, trop cool, moi je veux du Matic, donc du coup je vais mettre de l'USDC dans la piscine et il va en ressortir du Matic. Donc en gros c'est ça leur protocole. Mais il va falloir donc des gens qui vont mettre de l'argent dans la pool, sans faire d'échange, juste de l'argent histoire d'avoir de la valeur sur laquelle les gens vont pouvoir faire leurs trades. Et il va falloir des gens qui vont faire des trades. En faisant des trades, on subventionne ceux qui mettent de l'argent, parce que ils vont perdre du coup d'opportunité à mettre de l'argent dans la pool. Et ceux qui vont faire l'échange, ils vont être contents parce que ils ont pu faire leur échange, quoi, de manière automatisée, sans avoir besoin de passer par un centralisateur comme Coinbase. Bon, très bien, ce truc-là ça marche. Sauf que il va falloir donc réfléchir à comment donner de la valeur aux gens qui ont mis de l'argent dans la pool. Et en même temps, comment je fais mon échange ? Est-ce que je mets 1 euro, je récupère 1 euro ? Oui, mais si les deux, elles n'ont pas la même valeur, comment je fais pour faire mon calcul ? C'est un peu bizarre. Bon, non. En fait, ils ont décidé de faire un tout petit peu de maths. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup chez Uniswap. Il y en a vraiment très peu. Avec leur système un petit peu connu de Automated Market, je sais plus quel est le nom, Automated Market Product... Constant Maker, bon bref, on s'en fout. Je vais essayer de vous retrouver ça. Hop, je présente, partager l'écran. Et avec dans l'idée que, hop, écran partagé, let's go. Avec donc ce truc-là, qui est donc la fameuse formule X fois Y est égal à K. Bon. Ce X fois Y est égal à K, à quoi il correspond ? Il correspond à la quantité de token A versus la quantité de token B. X et Y, c'est les deux quantités de tokens. Et ça doit être égal à une constante. Donc là, pour l'instant, Cyril, on est sur la multiplication. Donc, on est sur la multiplication. C'est facile la multiplication. Ça devrait aller. On y va.
Mais en gros, ça veut dire tout simplement ce truc-là que si à un moment on a mis de l'argent dans la pool et qu'il n'y a pas eu d'autres ajouts dans la pool, si je veux échanger, bah je veux échanger en fait avec ces valeurs-là. C'est ça ce que ça veut dire fondamentalement. Bon, évidemment, une fois qu'on a dit ça, on est obligé d'aller un petit peu plus loin. En fait, il y a une deuxième formule qui est implicite, c'est la valeur de la monnaie A fois la quantité de la monnaie A est égale à la valeur de la monnaie B fois la quantité de la monnaie B. C'est un peu l'implicite qu'il y a, c'est en fait il faut juste avoir une opération d'égalité entre les deux. Et ça c'est ce qu'on appelle une pool équilibrée, une pool à 50-50. Donc une fois qu'on a cette idée-là, on va pouvoir commencer à faire un peu tous nos calculs. Et donc du coup on va pouvoir se dire, bon bah ok, quel est le prix par exemple moi j'essaye de donner une valeur YA de mon token Y. Combien je reçois en YB? Bah du coup ça nous donne cette formule là. Et d'un coup on est sur quelque chose d'un peu plus chiant à lire. Désolé, j'ai écrit ça sur mon bloc-notes histoire que tout le monde puisse avoir un peu toutes les formules. En gros l'idée c'est que bah on a donc comme je disais x fois y est égal à k. Derrière on va pouvoir un peu transformer nos formules et à la fin on va avoir un système dans lequel bah on va avoir ce truc là, la quantité de token B que l'on reçoit quand on envoie une quantité Y de token A, elle sera égale à la valeur du token B, à la quantité de token B de départ fois la quantité de token A envoyé, divisé par la quantité de token A de départ plus la quantité de token A envoyé. Donc c'est ça en fait la formule qui est utilisée à la fin, et c'est la formule que l'on peut trouver d'ailleurs sur le code d'Uniswap. Ça c'est la démonstration de cette formule que je vous ai refait ici, histoire que, encore une fois, vous puissiez me croire. Mais la formule qui est utilisée sur Uniswap, c'est juste ce truc-là. Et en gros, il y a un truc qui est cool avec ce genre de formule. C'est qu'en fait, c'est simple. Encore une fois, on a une multiplication, une addition. C'est uniquement des éléments que l'on a à la base de notre fonction, parce que bah, en fait, les quantités de tokens qui sont dans la pool, on les connaît. La quantité de tokens A envoyée, on la connaît. Donc en fait, il y a quelque chose d'assez facile à avoir et facile à calculer, entre guillemets, hein, bien sûr. Mais il n'y a pas de truc bizarre. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, il faut se rappeler qu'on est dans un système décentralisé. Et que le calcul, ça a un coût dans un système décentralisé. Et que notre but, en tant que développeur, c'est d'essayer de diminuer les coûts au maximum. Et donc, du coup, pour les smart contracts, c'est d'avoir des formules les plus simples possibles. Donc, du coup, cette formule, elle est bien parce qu'elle est très simple. C'est littéralement 3 éléments que l'on possède, que l'on va multiplier, diviser et soustraire ensemble. Donc, du coup, très pratique. À la fin du coup, on va pouvoir déterminer les prix en fonction de ce que l'on a mis, mais ça, c'est un petit peu un truc logique. Bon. Est-ce que déjà, vous avez des trucs à dire ? On est au niveau milieu du lycée, là, quand même. Hein, donc ça devrait Ouais, aller, ouais, en gros. Ouais, même un peu avant, ouais. Justement, c'est totalement le but en fait, et Cyril vient très bien de le dire, c'est que on fait exprès que les calculs restent simples pour éviter que ça coûte trop cher en puissance de calcul. Parce que si ça coûte plus cher en puissance de calcul, bah, ça coûte plus cher en gaz pour les utilisateurs pour Exactement. s'en servir. Donc, c'est quand même merveilleux ça de se dire, vous aimez pas les maths, les smart contrats sont vos amis. Mais tu vois, c'est un truc qui revient très souvent. Pour avoir déjà parlé avec Mark Zeller ou quoi, l'un des problèmes de la DeFi, c'est que la DeFi, elle est bête. Tu vois, genre, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez de calcul finalement. Mais c'est un truc qui est intéressant à avoir comme point de vue. C'est vraiment, on est dans un monde, dans un écosystème qui est jeune, qui en fait évolue. Et donc, du coup, peut-être qu'une prochaine fois, et on en reparlera, on ira vers des trucs un petit peu plus évolués, un petit peu plus de maintenant. Mais voilà, je voulais un petit peu vous montrer ça, et surtout, je voulais vous montrer ce que ça donne d'un point de vue graphique. Parce que ce x fois y est égal à k, je sais pas si vous avez déjà vu un graphique x fois y est égal à quelque chose. En gros, c'est une courbe inverse, quoi. Enfin, c'est un 1 sur x. Et en gros, ça donne ça. Et là, ici, on est d'un coup sur un truc qui peut paraître chiant, parce que, encore une fois, c'est du graphe, et donc pour ceux qui aiment pas les maths, c'est peut-être bizarre. Mais la réalité, c'est que c'est exactement ça. Le point violet, c'est le combien on possède de liquidité. Le point vert, c'est le point sur lequel on démarre notre calcul. Et ici, c'est combien on veut échanger. Donc si par exemple, je suis dans un monde où j'ai, admettons, un K, donc ma liquidité c'est mon K. Je suis dans un monde où je suis à 100, allez, je suis à 100, parfait. Donc j'ai 100 liquidités de l'un et de l'autre.
je vais vouloir échanger avec un prix de départ de, je sais pas, de 2, quelque chose, bah, je vais avoir envie d'échanger 50 tokens. En fait, je vais échanger pour beaucoup. Et donc, du coup, mon prix de départ et mon prix d'arrivée sera très différent. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que la pool, elle est indépendante. Elle vit toute seule, elle avec son X, Y est égal à K, et ces gens qui ont mis de l'argent dessus. Donc moi, si j'échange beaucoup dessus, en fait, je vais fortement changer la pool, changer les conditions de la pool, changer les conditions de la piscine, de ma bassine dans lequel il y a tout cet argent. Si je l'échange fortement, bah forcément, je vais avoir un impact sur le prix. Et donc c'est ça en fait ce qu'on va appeler par exemple l'impact price. Ou alors dans d'autres cas, si vous avez fait un échange, vous allez avoir du slippage. C'est la différence entre votre prix de départ et votre prix d'arrivée. Ce genre de truc, c'est vraiment tout le système de bah, j'ai besoin d'avoir un système complètement indépendant et sans point centralisateur. Comment je fais pour avoir ça qui est géré automatiquement? Eh bien, du coup, il faut forcément faire des formules. Allez, je vais juste vous montrer à la fin un dernier document, un document que j'aime bien montrer moi à mes élèves, que j'ai rédigé, qui s'appelle les maths dans la DeFi, dans lequel je montre x fois y est égal à k, avec cette fameuse courbe. Et en fait, il y a deux protocoles qui sont des classiques que j'aime bien montrer, c'est Balancer et Curve. Alors je vais le passer vraiment en vitesse, parce que c'est pas le projet d'en parler trop. Mais en gros, Balancer, l'un des points, c'est de réussir à ne plus mettre en place uniquement des pools dans lesquels il y a équilibrage. Donc, tout à l'heure, j'ai dit quantité de token A fois valeur de token A est égal à quantité de token B fois valeur de token B. Bah en fait, ce truc-là, il est bon sur Uniswap 1 et 2, mais peut-être qu'en fait, on peut faire mieux et on peut imaginer un monde dans lequel les deux pools ne sont pas égales. En fait, les tokens A et tokens B sont pas dans les mêmes valeurs. Et ben du coup, Balancer, eux, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont mis des poids. Les poids, c'est les WI. Sauf que ces poids, forcément, ils viennent tout compliquer. Parce que bah, dès qu'on rajoute le moindre truc dans ces formules, hop, on se retrouve à devoir gérer des histoires d'exposants de l'enfer, et les exposants, Solidity, ils aiment pas ça. Les smart contracts, ils aiment pas ça. Bon, allez, ça c'était juste pour Balancer. Et enfin pour Curve, on a vu donc du coup les multiplications, le X fois Y. Balancer, ils ont dit, bon bah, nous on va vous mettre aussi de l'addition. Bravo les mecs. C'est les premiers à y ça avoir se pensé. complique, hein, ça se Ça complique. se complique. Non, mais en fait, l'idée de Balancer, c'était de se dire, bah, ok, ça marche bien avec tous les tokens, mais nous, on va pas prendre tous les tokens, on va prendre surtout des tokens stables. Donc des tokens où on n'a pas envie qu'il y ait des grosses modifications de valeur. Et donc, comment on fait pour qu'il n'y ait pas de modification de valeur? Bah, en fait, si on a une fonction affine, en fait, on est tout droit. Donc, on n'a pas vraiment de modification de valeur. Putain, c'est super intéressant ça. Donc x plus y, ça marcherait. Ouais, mais en fait, le x plus y, à un moment, on peut prendre toute la pool de liquidité en faisant ça. Donc c'est pas top. Bon bah allez, let's go, on va mettre les deux ensemble et ça a marché. Et en effet, ça marche. Donc du coup, bah ici, on a de la somme plus le produit. Et hop, ça marche. Les xi, il faut imaginer x et y. Donc c'est la somme c'est x plus y plus x fois y. Voilà. C'est égal à une constante. Alors, Donc en c'est pas fait, beaucoup plus compliqué. Désolé, Cyril. Non, vas-y, excuse-moi. Ouais, Je voulais juste montrer des En graphes. fait, si tu veux, c'est exactement ça. Ils ont dit, on va faire X plus Y et ça va marcher. Et effectivement, ça marche, mais à une condition, c'est que le ratio d'échange soit compris entre 0,99 et 1,01. Parce que au-delà, enfin, parce que si on sort de cet intervalle, ça marche plus du tout. Et Ouais. ils l'ont mis tel quel, et ouais, bah on s'est rendu compte que c'est super adapté pour des stablecoins ou pour des actifs qui se suivent. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend effectivement le cas le basique qu'on avait, qui était la pool de liquidité à la Uniswap, il y en a eu, alors des pools de ce type-là, il y en a eu des tas, il n'y a pas que Uniswap qui Ah, de pratique fou. ça. Et sur la Binance Smart Chain, il y a eu une avalanche en fait de AMM, hein, de automatic Mhm. market maker, qui sont mis en place. Et moi, ce que je trouve fascinant là-dessus, c'est que déjà, c'est une coopérative de Ah, taux de de fou. change. C'est-à-dire que tu mets ton pognon et ton pognon comme ça. En fait, vous imaginez que c'est un taux de change dans un aéroport, c'est-à-dire quelqu'un qui échange des dollars contre des euros. Tu arrives et tu dis, regarde, moi j'ai des dollars et des dollars, je te les file, tu fais du taux de change avec, et parmi les frais, je prends une partie. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on a réussi à faire une coopérative, une collectivité de la finance. J'ai mis deux mots qui sont horribles, hein, collectivité et finance. Normalement, ils sont censés se bouffer si vous les mettez dans une cage, ces deux-là. Hein. Donc, on a fait une collectivité de la finance vivante, autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de banquier, c'est un programme. Et en théorie, il pourrait vivre des siècles et des siècles.
Et donc on a rendu quelque chose de vivant, qui est la fusion entre la collectivité et la finance, un espèce de parasite que vous lui donnez des pognons, et il en fait du pognon, et vous en prenez une partie. Et ça, rien que pour ça, je m'en fous de la formule mathématique qui est derrière, je trouve ça fascinant. Ouais, tout à fait. Mais en effet, comme le dit PQ, pour nous, ça nous paraît simple, mais la réalité, c'est que c'est pas si simple que ça, hein, les mathématiques Oui. que là on utilise. Déjà, en fait, et comme tu as dit, le concept même de finance collectivisée, c'est un peu bizarre. Derrière, le concept de dire, bon bah en fait, on a des algorithmes qui nous permettent de tout gérer. Et des algorithmes simples, hein, on n'est pas sur des modèles comme on en a parlé juste avant avec Feed, avec de l'IA à l'intérieur. En fait, ce genre de système, ça paraît trop bizarre en fait pour beaucoup de monde. Et en fait, les traders habituels, enfin les traders qui sont habitués à leur système de carnet d'ordre dans lequel ils achètent et ils vendent à un certain prix, bah, en fait, ce genre de système, ça leur paraît complètement déconnant. Sauf que ça fonctionne en fait bizarrement bien. Comme l'a dit Virgile, même avec des fois des frais qui sont vraiment infimes et des modifications de paramètres qui sont vraiment très très faibles. Il y a vraiment un truc qui est très fort dans cette révolution en fait de la DeFi. Et juste ces maths-là nous permettent d'avoir d'un coup un monde complètement différent de celui qu'on pouvait avoir avant. Alors qu'encore une fois, c'est juste des additions, quoi, il y a des multiplications. Donc il y a un côté très grisant, moi je trouve, à voir que la révolution, elle passe par des choses simples. Est-ce que c'est bien ça que les révolutions passent par des choses simples, Michael? T'en penses quoi? Bah, ça fait écho à ce qu'on essaye avec JK, avec Jérémy, de faire comprendre à nos apprenants, c'est arriver à faire plus avec moins. Ouais. Faites simple. Ouais, Et faites souvent, simple. faire compliqué, c'est contre-productif en plus, ça marche moins bien. Ouais. Et faire compliqué, ça veut dire souvent que vous n'avez pas bien compris comment ça fonctionne. C'est Bref, on a Ouais, dépassé l'heure, hein, on a dépassé de 3 C'est vrai. minutes, on est en hors forfait là, donc on va devoir finir rapidement sur. En ça. l'occurrence, Majoration. voilà, je tenais vraiment à vous remercier, Michael, effectivement, Virgile et Cyril pour ce moment délicieux qu'on a passé ensemble. À la 50aine de personnes qui nous ont suivis, on a fini avec des maths. Bon, en tout cas, j'espère qu'elles vous ont été agréables. C'est vrai. Pour rappel, effectivement, Alira est un organisme de formation. La prochaine rentrée qui s'appellera Hamilton, en honneur pas du pilote de Formule 1, mais en honneur de la personne en fait qui a codé l'intégralité du code qui a servi à l'atterrisseur d'Apollo de ne pas se scratcher et de créer les premiers morts extralunaires. En l'occurrence, on a eu l'occasion d'en parler et on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus. On a de plus en plus tendance à mettre des héros de l'informatique, entre guillemets, héros de l'informatique. Héroïne, héros et héroïne, puisque c'est Alan Turing. En ce qui concerne Alan Turing, la formation des DeFi, des IA a commencé, les deux ont commencé cette semaine. Il y a encore des places, vous avez encore la possibilité de rejoindre si c'est nécessaire. Après, il sera trop tard. Et en l'occurrence, voilà, je tenais infiniment à remercier chacun d'entre vous. On prend beaucoup de plaisir à faire ça tous les jeudis. Ouais. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Salut. tout le monde. Hop là.